Alors cet après-midi, nous allons en fait poursuivre sur notre lancée avec l'approfondissement de ces questions de rapport entre carte postale et art. 3 arts au programme, art littéraire, art contemporain et art photographique, on pourrait dire, avec nos 3 intervenants, Wolfram Nietzsche, Elisa Bricot et Daniel Méo. Donc on va faire comme les autres fois, on prendra les questions à la suite des 3 interventions. Alors j'ai le plaisir donc pour commencer de vous présenter Wolfram Nietzsche, que vous voyez maintenant à l'écran, et qui est professeur de littérature française et hispanique à l'université de Cologne, en Allemagne donc. Ses principaux champs de recherche sont la prose française du XXe et XXIe, la littérature espagnole du siècle d'or et la littérature argentine moderne. Il travaille en médiologie, en anthropologie littéraire, et c'est un spécialiste de la théorie de l'espace. Il a dirigé les volumes Scénarios d'espace en 2014, Le mouvement des frontières en 2015, Marcel Proust und der Erste Weltkrieg en 2017 et Terrain vague, son dernier livre, en 2019. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller explorer son site internet sur les terrains vagues, terrainvague.de, qui est en fait le résultat d'un projet de recherche qu'il a mené de 2014 à 2018, un projet de recherche intermédial sur la poétique du terrain vague et qui intéressera, je pense, beaucoup d'entre vous ici. Je lui laisse maintenant la parole pour une communication sur les cartes postales dans les romans de Claude Simon, communication qui s'intitule Photographie parlante. Merci Anne et Magali. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans ce colloque très intéressant, quoique je ne sois pas du tout spécialiste de cartes postales. Un moment, s'il vous plaît. J'espère que vous pouvez voir mon écran maintenant. Tout va bien, on voit et on vous entend parfaitement. Comme Anne l'a rappelé à l'ouverture du colloque, Breton, dans le premier manifeste du surréalisme, dénigre les descriptions littéraires en les comparant à des images de catalogue et à des cartes postales. Il fait donc un usage polémique d'un médium qui est pourtant très cher aux surréalistes, comme l'ont montré Clément Chéroux, Anne Reverso et beaucoup d'autres. Tout en citant André Breton dans Le Jardin des plantes, Claude Simon prend une position contraire. Il fait l'apologie de la description en disant que ce temps perdu de la narration est une technique littéraire majeure et surtout il applique fréquemment ce procédé aux images populaires des cartes postales du début du XXe siècle. Donc, aux objets collectionnés, évoqués ou imités, mais non pas ou rarement dépeints par les surréalistes eux-mêmes. Ces descriptions de cartes postales se réfèrent à une collection héritée de sa mère, consistant en 360 pièces de l'âge d'or du médium de la carte postale, c'est-à-dire des 2 premières décennies du XXe siècle. Il y a une boîte rangée et classée par le romancier lui-même qui se trouve aujourd'hui en propriété privée, mais qui est accessible aux chercheurs intéressés. Cette boîte contient donc des archives familiales que Simon décrit à plusieurs reprises dans ses romans, surtout en 2 romans évoquant les parents du romancier. Le premier roman, c'est Histoire, le deuxième, L'Acacia. Tous les 2 textes font partie du nommé cycle familial qui se trouve dans le 2e tome de l'édition de la Pléiade. Un expéditeur fréquent de ces cartes postales est le père de Claude Simon, Louis Simon, un officier de marine coloniale tué tout au début de la Grande Guerre en 1914. La destinataire principale de cette collection, c'est sa mère, Suzanne Simon, née de Namiel, mort en 1925.
Les cartes postales qui apparaissent dans ces deux romans sont présentées dans une perspective double, à la fois critique et complice. Il y a une critique assez sévère de la carte postale, de ses usages conventionnels, de l'imagerie stéréotypique et sérielle de ce médium, mais il y a d'autre part une mise en valeur de la carte postale, se référant surtout à son usage passionnel et encore plus au sublime involontaire que révèlent les images. Les usages conventionnels que le narrateur des deux romans simoniens critique, c'est d'abord l'usage galant. La mère qui apparaît dans l'Acacia, dans un chapitre de ce roman, reçoit beaucoup de cartes touristiques avant son mariage, qui sont autant d'indicateurs de son attrait pour des soupirants qui se trouvent à ses alentours. Elle reçoit passivement de nombreux messages de ces jeunes hommes tout en restant à Perpignan. Cet éclat qui lui avait valu de recevoir tant de sommets neigeux, de cathédrales, de barques de pêche et de paysannes en costumes folkloriques, accompagnés de récits d'excursions, de pique-niques, d'équipés en automobile ou de lamentations sur le crachin breton. Toutes ces cartes postales, la mère la consomme, je cite encore, sans distinction à la façon d'un paisible ruminant, c'est-à-dire la quantité des images prime sur la qualité spécifique, et il faut en dire autant au sujet des messages. Un deuxième usage conventionnel qui fait l'objet de la critique du narrateur, c'est l'usage colonial des cartes postales. Il se réfère en cette occasion surtout aux cartes postales dites ethnographiques que les expéditeurs regardent comme des preuves d'une supériorité culturelle de la France. Ce sont des cartes postales envoyées surtout par le père pendant ses voyages, avant le mariage, en Indochine et après en Afrique noire. Voici un exemple particulièrement terrible, une carte représentant 3 Noirs des Busoga dans la région de l'Ouganda actuelle. Le message que porte cette carte, selon le roman, c'est un message de la mère qui accompagne le père en Afrique noire. On se demande si ce sont des créatures humaines comme nous. Et voici la description de l'image que donne le narrateur. La carte postale représentant 3 noirs, 3 squelettes plutôt, ou échalas ou épouvantails, 3 choses hybrides à mi-chemin entre le végétal et l'humain, c'est-à-dire où l'on ne distinguait pas très bien ce qui appartenait à l'un ou à l'autre règne, ni l'endroit où l'un ou l'autre règne se séparait, ou plutôt ce qui distinguait les membres semblables à du bois sec des fibres pendantes qui le recouvraient à demi. Donc, le narrateur souligne qu'il y a un effacement intentionnel par la mise en scène dans cette carte postale des limites entre la nature et la culture. Un troisième usage critiqué par le narrateur, c'est l'usage politique des cartes postales. Il se réfère surtout à des cartes postales propagandistes qui sont des moyens de mobilisation de la propre population ou de l'intimidation de l'ennemi. Une carte particulièrement intéressante pour moi qui fait partie de cette collection et qui est évoquée dans Histoire, c'est une carte allemande, Gruß vom Schießplatz Wahn, salutation du champ de tir de Wahn, c'est aux alentours de Cologne. Cette carte est un reflet en quelque sorte de la propagande visuelle française. Un exemple se trouve à droite, école à feu, tir de batterie, aussi pris de la collection maternelle de Claude Simon. Voici la description que donne le narrateur.
Au premier plan, un tube de métal poli, court, massif, légèrement conique, luisant, monté sur un socle trapu, massif lui-même, pourvu de petits trous massifs. L'ensemble, comme les parties viriles, membres et testicules façonnés sommairement, coulés en bronze et tombés sur la terre d'entre les jambes d'un robot géant. Cette description, cette description du champ de tir allemand donne une ou souligne la représentation sur la carte postale, la représentation involontairement phallique de la machine de guerre allemande. Et la description elle-même reprend cette métaphore utilisée par Paul Valéry pour décrire la puissance de la nation d'Outre-Rhin, une métaphore qui est élaborée à plusieurs reprises par Claude Simon, en identifiant le canon à des testicules d'un robot géant. Il entre dans cette métaphore qui semble en quelque sorte cachée dans l'image de la carte. Un autre trait des cartes postales qui fait l'objet de critiques sévères, c'est l'imagerie stéréotypique et sérielle. Les cartes postales envoyées du père à la mère sont souvent des vues touristiques standardisées qui trahissent une exploitation économique constante et aussi une appropriation symbolique du monde visible, surtout du monde des colonies. Le narrateur met en relief la chaîne globale qui rend possible cette exploitation économique et visuelle des colonies. Je cite, « fragments, écailles arrachés à la surface de la vaste terre, lucarnes rectangulaires où s'encadraient tour à tour des tempêtes figées, de luxuriantes végétations, des déserts de multitudes faméliques, des chameaux ou des indigènes à peine nubiles, aux poitrines nues, déguisées en porteuses d'eau ou en joueuses du tambourin, et posant, mornes, moites, avec leurs oripeaux de camelote, le regard sauvage et leurs seins tripotés, devant l'objectif de photographes chinois ou caïrotes, opérant pour le compte de maisons de commerce anglaises. Un exemple qui illustre cette chaîne de production des cartes postales, justement, c'est le Sinhalese Girl Carrying Water Chatty. C'est un titre de carte postale inséré comme exemple. Voici l'image, une jeune femme qui pose devant un photographe dans les colonies. La sérialité est donc constitutive des cartes postales. Lorsqu'ils sont décrites dans le roman, ils sont décrits en vrac, formant des tas, des ensembles désorientants en quelque sorte, qui sont trouvés par le narrateur au premier moment dans le tiroir d'une commode de sa mère. Il les découvre en préparant la mise en vente de la maison familiale et il a l'impression qu'il se trouve devant, comme je cite, des cartes à jouer dans un sabot de croupier, mais posé de champ. Vous savez que dans un sabot de croupier se trouvent beaucoup de cartes à jouer à la fois et reparties sur une table, ça fait un peu l'effet de ces cartes postales qui tombent de la commode. On a mis en scène en quelque sorte ce tas de cartes postales dans un montage préparé pour les éditions de Minuit à la parution d'Histoire. C'était la première trace visible de cette collection de cartes postales qui n'apparaissent pas dans le texte, qui sont toujours écrites seulement. Et on peut voir aussi dans ce montage et peut-être aussi dans les descriptions simoniennes un hommage à un film cité hier dans l'introduction au colloque, au Carabinier de Jean-Luc Godard, où nous voyons souvent des tas de cartes postales de toutes les régions du monde
qui sont perçus par les protagonistes de ce film comme des titres de possession des objets qu'ils représentent. Ce film est sorti 4 ans avant la parution du roman simonien, mais les premières ébauches de ce roman sont à peu près contemporains au film de Godard. Mais il n'y a pas seulement de la critique par rapport aux cartes postales dans les romans de Simon. Ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est la mise en valeur de la carte postale dans son œuvre romanesque. Une mise en valeur qui concerne d'abord l'usage passionnel qu'on fait de ces cartes. Les cartes du père surtout, ces témoignages d'un monde de violence, de respectabilité et de rapacité, sont en même temps le moyen d'une communication sommaire, mais d'autant plus intense entre les fiancés. Une belle partie de ces cartes, il les envoie à la mère avant le mariage. Et là, sur les cartes, même s'il y a des messages extrêmement courts, il y a une concision en quelque sorte parlante du message, qui est un indice discret de, je cite, quelque chose qui avait permis qu'il remplaçât les conventionnelles formules de politesse par sa seule laconique et éloquente signature, c'est-à-dire le fait de ne faire que signer les cartes et mettre la date et le lieu, c'est un indice d'une passion qui va croissant. Surtout, la multiplication des envois est révélatrice. Elle est un indice quantitatif d'une crise de désir amoureux. Le narrateur parle d'une avalanche de cartes portant toute la même date, postées sans doute à différentes heures de la journée et dans différentes parties de la ville. Dans cette description, il se réfère à des cartes postées à Singapour le 12 juillet 1908. Il s'agit d'une série d'une vingtaine de cartes expédiées dans une seule journée, mais à des moments différents. Voici ces cartes. J'ai pris 2 exemples de la collection. Vous voyez à gauche une carte de Singapour, Botanical Garden, à droite Chinese Temple, et le verso indique qu'ils ont été expédiés à des moments différents parce qu'ils portent des tampons différents, parce qu'ils portent des signatures qui varient, etc. Donc, ces cartes qui arrivent toutes à la fois produisent l'effarement de la mère, mais provoquent le compte exact de la fille malgré elle. En comptant exactement 19 cartes, la fille peut voir que la passion est devenue assez grande. Donc, le père a fait un usage très particulier de l'extériorité inévitable de ce médium au nom d'une passion grandissante. L'aspect positif qui me paraît le plus intéressant des cartes postales chez Simon, c'est le sublime involontaire des images. Il a expliqué ce côté peut-être un peu sous-estimé de la carte postale dans un texte inédit, mais qu'on peut trouver dans les archives du romancier, dans la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, où il fait l'éloge des cartes postales et surtout des cartes postales mal imprimées qui justement pour cela sont des photographies parlantes. Par exemple, l'image simplement documentaire d'un 3-mâts dépourvu de tout effet artistique met en relief la majesté de machine de ce navire, sa rigoureuse et austère organisation. Autre exemple, expliqué dans ce texte, les piètres vues de champs de bataille et de ruines imprimées après la Grande Guerre sont des images de la désolation même par la totale absence de recherche d'effets, c'est-à-dire
c'est le manque de volonté artistique, en quelque sorte, qui fait la fascination de ces cartes. Il semble que la trace charbonneuse et chaotique du paysage se soit imprimée directement sur la plaque sensible. Donc, il y a une éloquence inquiétante de ce qu'on pourrait appeler le degré zéro de l'image photographique qui se manifeste sur de telles cartes. Dans l'histoire, surtout, on trouve souvent des descriptions de cartes postales trouvées dans la commode de la mère disparue qui mettent en relief des abîmes sublimes de l'histoire familiale et nationale, en donnant des vues plus ou moins terrifiantes. Dans ces occasions, le narrateur met en analogie l'histoire de ses parents avec sa propre vie, avec sa propre expérience érotique et guerrière, à la mort violente du père sur les champs d'honneur, à la séparation très longue entre ses parents, correspondent les combats violents qu'a subi le protagoniste en Espagne, en Flandre, et le suicide possible de sa femme. Tous ces moments sont comprésents dans le monologue commémoratif du narrateur qui constitue histoire et qui comprend une journée entière. D'abord, il y a des cartes représentant des navires, des cartes envoyées pendant le voyage du père en Indochine qui s'avèrent des photographies parlantes dans le sens que j'ai expliqué. Très intéressante, par exemple, est la description d'un paquebot Armand Béic qui met en relief la majesté de machine dont parle Simon dans ce texte inédit. C'est une carte qui porte le message laconique, comme toujours, « Port Saïd, 1er septembre 1910, je m'embarque demain sur l'Armand Béic ». C'est un texte d'ailleurs ajouté à une carte vierge de la collection de Simon, comme l'a montré David Zemmour, c'est-à-dire Simon n'a pas reproduit simplement les cartes telles quelles dans ses romans, mais il les a manipulées, il les a travaillées en gardant quand même beaucoup de détails, des messages et des images. Ce message révèle un pas décisif vers une longue période de séparation, c'est-à-dire là commence le long voyage en Indochine qui dure 4 ans dans le roman, même si en réalité il n'a duré qu'1 an et demi. Voici la carte de ce paquebot qui s'appelle Armand Béic. Simon l'appelle Armand Béic dans ce roman. Une image pas particulièrement intéressante au premier abord, mais lisons la description qu'en donne Claude Simon. Puis le long navire plat et bas aux cheminées vomissant d'épais panaches de fumée charbonneuse, c'est-à-dire que des 2 hauts tubes jumeaux noirs et luisants s'échappent, l'un très droit, l'autre légèrement incliné, comme chancelant sous son propre poids, 2 nuages d'abord étroits, ensuite boursouflés, crépus, faits de volutes tourbillonnantes, s'accumulant, s'étageant, se poussant, s'enroulant rapidement sur elles-mêmes, comme des bobines se bousculant, s'élevant et en s'étalant. Vous remarquerez la métaphore technique des bobines appliquées à la fumée du bateau, c'est-à-dire même la fumée se transforme en machine et ce sont des métaphores machiniques comme celle-ci qui souligne la terrifiante majesté du départ dont il est question par la suite. Ce qui est intéressant par la suite, c'est la mise en mouvement de l'image figée.
la description devient dynamique, elle devient récit du départ du père, c'est-à-dire on observe une sorte de libération d'une image fixe, comme on disait, du temps du nouveau roman. C'est dû à la passion double de Claude Simon pour la photographie et le cinéma. Autre exemple, The Landing Stage and Steamship Persia, une carte qui montre un autre navire qui se trouve dans un port colonial à Aden. Voici l'image. Une carte postale colorée, peut-être pas très spectaculaire, mais Simon, dans sa description, révèle des choses qu'un observateur ingénu peut-être ne remarquerait pas. L'étendue plate du quai absolument désert, comme si les hommes, après l'avoir imaginé, dessiné puis construit, planté dessus réverbères et hangars, s'étaient ensuite enfuis épouvantés, tout retombant après l'assourdissante appage des pétonneuses et des ordres criés, dans le silence originel dont la terre et la mer n'ont sans doute été tirés que pour qu'existe quelque part inutile, rectiligne, anguleux et sans bavure, avec ses ombres à l'encre de gine, ses tôles incandescentes, ses burlesques et anachroniques réverbères, un endroit où les navires puissent venir mourir les uns après les autres. Donc, ce port tout à fait moderne est transformé par la description dans une espèce de cité fantôme, un nœud crucial du réseau, du transport mondial, est un lieu où rien ne bouge plus, où les bateaux viennent pour mourir. Et le narrateur imagine, en décrivant cette scène, une scène d'épouvante. Il évoque la terreur des ingénieurs devant leur propre œuvre, qui devient inutile de cette façon. Il y a aussi des descriptions de champs de bataille, tels que les évoque Simon dans le texte inédit, des cartes envoyées par un cousin de la mère, qui dans la vie réelle s'appelait Paul Caudet, mais dont le nom n'apparaît pas dans le roman. Une de ces cartes se réfère aux troubles de Limoges de 1905 et montre les barricades de la manifestation ouvrière du 17 avril. Voici la carte. Excusez la mauvaise reproduction, mais c'est l'une des rares cartes qui a été publiée dans un article dont je n'ai pas eu la possibilité de le reproduire parfaitement. Donc, on voit une scène documentaire en quelque chose, les troubles de Limoges. On voit un commentaire, quelques pavés mis par le cousin, mais ce qui est intéressant, c'est toujours la description qu'en fait le narrateur. Un banc renversé, une charrette à bras et encore quelques-uns de ces débris difficiles à identifier, de ces objets fabriqués, semble-t-il, tout exprès en prévision des désastres, tremblements de terre, émeutes, bombardements et inondations, c'est-à-dire qui semblent avoir été conçus en quelque sorte en vue d'un double usage, une seconde fonction s'ajoutant à l'habituelle, table aux pieds en l'air, caisse démantibulée, charrette aux roues vers le ciel, celle de se muer par simple rotation de 180 degrés autour d'un axe horizontal en autant d'épaves emphatiques et terrifiantes comme pour rappeler qu'à tout instant le monde ordonné et rassurant peut soudain chavirer. Wolfram, je suis désolée, je vais être obligée de vous demander d'accélérer un petit peu pour arriver à la conclusion. J'en arrive à la conclusion. Donc, dans cette description, le narrateur assigne une fonction secondaire aux objets techniques, un message anonyme qui en émane en quelque sorte, un peu comme dans la philosophie de la technique de Heidegger que cite Simon dans la bataille de Pharsale, où un outil endommagé annonce le monde, mais ici c'est le monde à l'envers, chaotique,
qui est annoncé. Donc, il y a aussi des cartes postales des champs de bataille de Verdun, par exemple, qui appartiennent à une série souvenirs qui donne des vues antitouristiques de ruines de la guerre, des amas et débris en grisailles et là aussi, la description évoque une catastrophe gigantesque qui est mise en analogie avec une catastrophe naturelle. Je saute la citation. Donc, tout cela pour montrer que le narrateur, chez Simon, donne une lecture à rebours des archives familiales conservées par la mère gourmande d'images, une série de cartes qui se trouve dans cette collection privée renvoie à une série répétitive de catastrophes individuelles et collectives. C'est dans ce sens que les photos décrites dans Histoire sont des photographies parlantes. L'ekphrasis révèle indirectement l'envers sombre de l'histoire. Merci.